mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Vélo Podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'étape qui est arrivée à Vire, Normandie, avec la victoire de notre Irlandais préféré, l'Irlandais baroudeur, l'Irlandais puissant, l'Irlandais fort, Ben Illy, donc qui remporte cette étape pour les échappés, on l'avait dit. Et pour en parler avec moi, évidemment, Guillaume Dreschler. Salut Guillaume. Salut FP, salut à toutes et à tous. Bon, on va parler quand même de l'étape qui a été hyper intense, surtout au début, paradoxalement, par rapport à l'étape qu'on pouvait s'attendre, peut-être avec une grosse arrivée là, avec cette cote à 10%. Malheureusement, voilà, on a une arrivée un peu tronquée parce qu'il y a eu le numéro Ben Illy, l'Irlandais, qui arrive avec 2,45 d'avance sur Quinn Simmons, l'Américain de la Lidl Trek, et 2,51 sur Michael Storer. Et surtout, l'annonce du jour, c'est également que le maillot jaune change également. C'est Tadej Pogacar qui le laisse à Mathieu Van Der Poel pour une seule seconde. On en parlera tout à l'heure, Guillaume, mais déjà un mot sur la victoire de Ben Illy et l'échappée qui avait du temps à se dessiner. Ouais, mais ça a mis pratiquement 100 km à se décider et franchement, le début d'étape a été assez frénétique parce qu'il a fallu 100 km pratiquement pour que cette échappée prenne le large. On a eu une vraie bataille avec pratiquement toutes les équipes qui ont tenté. On a même vu à un moment donné Mathieu Burgodeau ressortir seul pour tenter de faire le jump et il n'a pas réussi, mais je crois que les deux premières heures c'était à 50 de moyenne et ensuite la deuxième heure, la première heure à 50 et la deuxième heure à je crois 48 de moyenne. Donc ça a été assez dingue pour prendre cette échappée. Alors, je crois que c'était nord-sud sur la première partie d'étape, donc avec vent de nord, un peu vent dans le dos, sur un profil escarpé au sud de Vire. On était dans le Calvados. Et ça a été assez frénétique pour prendre l'échappée. Et puis après, Ben Illy, il sort, je crois, 42-43 km de l'arrivée. Et seul contre tous, il a pris une avance de fou. Enfin, 2,44 derrière à l'arrivée. Enfin, il a mis oxy tout le monde, quoi. Et on notera d'ailleurs le flair quand même du directeur sportif de Tudor qui, donc dans les déclarations qu'on peut voir d'ailleurs à l'antenne, sur la TV, ce que vous pouvez voir, il dit à Michael Storer quand Ben Illy part, roule tranquille, t'inquiète, en gros, pour résumer, vous allez avec le groupe le rattraper dans la prochaine côte. Quand tu laisses Ben Illy avec 35 secondes d'avance déjà assez rapidement. Ouais. Il n'a pas dû le regarder beaucoup Ben Illy à la télé, je pense. Je pense pas non plus, donc côté Tudor, on va dire qu'on n'a pas bien senti le coup, surtout que visiblement Michael Storer avait de bonnes jambes. Ouais, je disais le petit regret peut-être par rapport à cette étape, donc c'est quand même que une arrivée solo, c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir un petit groupe de 3 peut-être ou 4 se battre pour la victoire peut-être à la fin. Oui et non. Alors, oui et non. Je pense que c'était sympa de voir quand même une vraie étape de baroudeur. Alors oui, je vois ce que tu veux dire avec un suspense, mais le suspense, il était finalement dans est-ce qu'on va revenir sur Ben Illy et en fait, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand même le fait qu'ils prennent autant de temps tout seul face à des groupes derrière, quoi. Alors, il y a eu Simmons et Storer, alors ils se sont fait la course n'importe comment, les deux derrière. Puis, il y avait le groupe derrière, encore derrière, avec Van Der Poel, Dunbar et compagnie. Mais je vois ce que tu veux dire avec... oui, j'aurais bien aimé avoir un sprint sur le final, mais ça, on l'a eu depuis le départ du Tour de France. Là, c'était plus une étape... alors, je voyais pas des purs grimpeurs à l'avant. C'est bizarre, mais aujourd'hui, alors oui, il y avait 3500 mètres de dénivelé positif, mais je m'attendais pas à voir des purs grimpeurs à l'avant. Voir le dernier vainqueur du Giro sur une étape du Tour de France échappée entre Bayeux et Vire-Normandie, je m'y attendais pas du tout. Tu vois à quel point c'était dur. Van Der Poel, à la fin, il est cramé. Il arrive à prendre le jaune pour une seconde, mais il est cramé. Et je m'attendais pas à ça. Moi, j'étais vraiment surpris. C'est ce que j'allais te dire, Guillaume. En fait, le plus gros suspense qu'on a eu à la fin de l'étape, c'est est-ce que Mathieu Van Der Poel allait reprendre le maillot jaune ? Parce qu'en fait, voilà, Pogacar, on a vu le peloton accélérer sur la fin et on va dire, ça s'est joué à la seconde près, donc Van Der Poel qui reprend le maillot jaune. C'est vrai que c'était paradoxal parce qu'en fait, je comprends l'idée d'avoir un baroudeur qui gagne, c'est intéressant, mais je trouve que tu peux l'avoir sur notre étape. Là, ce qui me gênait un peu, c'est surtout que Ben Illy, en fait, je comprends pas trop pourquoi il n'a pas été pris au sérieux. Ben Illy à 35 bornes, tu ne laisses pas partir, ou alors en tout cas, tu le limites et tu roules assez vite, ou tu repars en contre derrière. Moi, je trouve que c'est quand même une grosse erreur tactique de la part notamment de Quinn Simmons et Michael Storer, ou même de Eddie Dunbar. Moi, je trouve qu'il avait des bonnes jambes aussi, Eddie Dunbar par exemple. Donc
Donc moi, de leur part, je trouve quand même que c'est une erreur tactique assez grossière, quoi, malheureusement. Bah, surtout qu'en plus, il sort sur. C'est quoi? C'est un petit faux plat montant ou c'est sur le sommet Ouais, d'une ouais. petite butte, il part tout seul, un peu en facteur. Moi, franchement, quand tu vois Benili sortir à 40 bornes de l'arrivée, tu dis, mais il nous fait encore la même, quoi. Et ça va au bout. Allez, C'est ça qui est dingue, c'est que ça va au bout, quoi. Autant il y a 2 ans, lorsqu'il fait deuxième de l'Amstel et qu'il se fait rattraper, tu sais, par Pogacar et qui prend la deuxième place derrière Pogacar à l'Amstel, il sort très loin de l'arrivée, il était dans l'échappée matinale, je crois, et tu te dis, bon, ben c'est Benili, on le connaît pas trop, il fait enfin, tu vois, il part tout seul, enfin, bon, voilà, tête dans le guidon, on le connaît pas trop. Bah là, on est quand même 2 ans après, il a gagné depuis une étape sur le Tour d'Italie, je crois qu'il a fait 2 top 5 sur Liège-Bastogne-Liège. On peut pas le laisser sortir comme ça. Enfin, franchement, il a vraiment le gabarit puncher-grimpeur et tu le laisses comme ça. Ou alors derrière, c'est qu'ils étaient vraiment oxy, mais je pense que tactiquement derrière, ils ont très mal joué le coup. Et ensuite, vers l'arrivée, bon, tu vois quand même que ils sont quand même oxy parce qu'ils arrivent, même en se réorganisant, ils n'arrivent pas à reprendre du temps, quoi. Alors, je tiens à dire quand même qu'on avait quand même bien vu juste hier, Guillaume, toi et moi, hein, sur la composition de l'échappée dans le sens l'étape de demain, parce que je te disais, Vauquelin l'aura pas. Il a pas pu aller dans l'échappée. Il a tenté, On parlait de il a Van Der Poel tenté. qui pouvait y aller. Il a tenté, oui, sur la fin. Mais Van Der Poel, on se doutait qu'il allait y aller. Il y a été. Donc, au final, on avait bien senti le coup, hein. Je rappelle quand même au passage, hein, que vous pouvez retrouver tous les anciens podcasts sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, évidemment. Et donc, n'hésitez pas à réagir, hein, et puis on répondra volontiers à vos remarques et à vos questions, puis ça nous intéresse toujours de voir ça. Mais non, je voulais revenir un petit peu là-dessus aussi, sur l'échappée, parce que on peut dire qu'aussi la grosse exception pour nous, c'est le côté français, qu'il n'y a aucun Français qui a réussi à y aller. Certes, voilà, début d'étape très intense, très compliqué, mais est-ce qu'un Kevin Vauquelin n'a pas raté le coche à ce moment-là? Est-ce que, pareil, il y a un Guillaume Martin qui part à contre-temps? On a l'impression qu'ils ont toujours joué à contre-temps, nos Français. On n'a pas vu de tentative de Romain Grégoire, si je me trompe pas non plus. Ouais, on a manqué peut-être d'un ou deux Français un peu dans cette échappée, dans le sens où c'est des étapes qui sont cochées, on sait qu'elles vont aller au bout. Je trouve que pas miser tout dessus et puis pas anticiper les coups, c'est dommage quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais alors même si j'en rigolais un petit peu de Kevin Vauquelin dans l'échappée hier sur le podcast après le contre-la-montre, faut quand même pas oublier que Kevin Vauquelin, au départ de l'étape, il est 3e du général et on va pas le laisser sortir comme ça, quoi. En fait, on va pas le laisser sortir comme ça, il est 3e du général et il a vu que quand il est sorti, aujourd'hui, Kevin Vauquelin, il a été respecté par les autres, on est revenu sur lui, on le prend au sérieux et... Voilà, c'était vraiment sur le ton de la boutade hier quand je parlais de Kevin Vauquelin échappé parce que je l'avais vu un peu traîner sur les réseaux sociaux et voilà, je voulais le ressortir un peu en rigolant, mais voilà, c'est un coureur qui, encore une fois, quand tu regardes le classement final de l'étape, il est dans le groupe Pogacar, c'est-à-dire qu'il y a le sprint final où Pogacar prend la 9e place, mais il y a une cassure derrière à quelques secondes au-delà de la 16e place. Mais il est Kevin Vauquelin dans le groupe Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Donc il est en jambes, Oui. il est en forme et on va pas le laisser partir comme ça. Oui, derrière, après les Français, moi, après la déception, c'est surtout Guillaume Martin qui était sur ces routes-là. Le fait de ne pas avoir un seul Groupama FDJ dans cette échappée du jour, quand tu sais qu'il y a et Grégoire et Martin, ouais, là, ils se sont vraiment, vraiment ratés. Ouais. Il y a une tentative de Valentin Madouas qui malheureusement, Madouas aussi, voilà, ouais. c'est très compliqué. On voit qu'il fait une année très très compliquée. Moi, je pense que quand je vois Madouas dans cet état-là, je parle voilà, dans le sens au niveau de ses résultats et de ce qu'il dégage aussi. J'ai l'impression qu'il y a un peu une fin d'histoire aussi avec la FDJ. J'ai l'impression, hein, quand tu vois, Ah ouais. moi, je trouve que quand tu compares le Madouas il y a 2-3 ans et celui d'aujourd'hui, soit il faut un nouveau départ, soit il faut un changement quelque part. Mais moi, je trouve que c'est quand même dommage d'avoir un si bon coureur il y a 2-3 ans et de voir dans quel état il est aujourd'hui, parce que moi, c'est typiquement le genre d'étape pour lui, quoi. Ça va fort, c'est dur, c'est avec des gros rouleurs, tu vois. Je dis pas qu'il aurait gagné, mais en tout cas, il avait sa place dans cette échappée et c'est ça qui est d'autant plus frustrant, parce qu'il part à contre-temps, il est pas loin de revenir, il est à 10 secondes, je crois, ou 9 secondes, et puis il n'arrive pas à faire cette jonction, et on sait que c'est toujours le plus dur. Passons un petit peu à la suite, Guillaume. Ouais, juste un petit mot sur Benili pour conclure. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part des IF de cette année en 2025 l'avoir remis, en fait de l'avoir enlevé des objectifs classement généraux. Parce que l'année dernière en 2024, après l'année prometteuse en 2023, c'est ce qu'ils avaient fait pour 2024. On va essayer de te mettre notamment sur le Tour de France. Tu seras leader sur les classiques, mais aussi on va essayer de te mettre sur le Tour pour pourquoi pas jouer un général, on sait jamais sur la course par étape. Non, Benili, c'est un baroudeur, c'est un puncher, c'est un
C'est aussi un très bon rouleur, on l'a vu, il est aussi champion d'Irlande du contre-la-montre et de la course en ligne, c'est un très bon rouleur de contre-la-montre. Mais Ben Illy, c'est surtout un formidable attaquant, un peu poulet sans tête parfois, mais quand il arrive à bien sentir la course, là c'est sa 10e victoire en carrière seulement, il pourra en avoir beaucoup plus, mais voilà, ils ont bien fait de le remettre dans l'objectif des échappées pour être baroudeur et ça lui a réussi dans cette étape en Normandie. Mathieu Van Der Poel, donc maillot jaune avec 1 seconde d'avance sur Tadej Pogacar. Alors, c'est vrai que c'était un peu on va dire le suspense de la fin d'étape. Est-ce que Pogacar va garder son maillot jaune ou pas? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a une erreur tactique de la Visma Lease the Bike? Parce qu'on a bien compris que la UAE voulait se débarrasser du maillot jaune par rapport au temps qu'ils ont laissé à l'échappée. Et puis Van Der Poel s'est effondré, c'est vraiment ça. Hein. Il s'est effondré à la fin de l'étape. Il a perdu beaucoup de temps par rapport au peloton. Est-ce que tu penses que du côté de la Visma, pour embêter, je mets des guillemets, UAE, il fallait qu'il roule beaucoup plus à la fin en disant voilà, UAE veut pas garder le maillot, on va vous faire tout pour que vous gardiez le maillot quand même pour vous embêter. Est-ce que tu penses qu'ils auraient dû jouer là-dessus ou pas? Ah ben c'est la suite de la guerre entre Visma et UAE. On est clairement là-dedans parce que dans le final, il y a, on n'a pas eu les caméras sur le peloton normal parce qu'il y avait la victoire devant qui se jouait, mais je crois que la Visma a bien vissé quand même dans le final pour que Pogacar garde son maillot jaune. Donc on est dans la suite de cette guerre et d'ailleurs à quelques kilomètres de l'arrivée, je crois qu'à 5 kilomètres de l'arrivée, quand tu vois l'écart sur GPS, moi j'ai mis un petit tweet sur notre compte X Vélo Podcast où je dis attention, le maillot jaune de Van Der Poel qu'on annonce depuis la moitié de l'étape, il est pas si assuré que ça parce que si ça accélère vraiment derrière, Pogacar peut vraiment garder ce maillot jaune. Il s'est débarrassé du maillot à pois et du maillot vert, Pogacar, il me semble. Je vais pas dire de bêtises parce qu'il termine une place derrière Van Der Poel seulement, mais Van Der Poel a fait le sprint intermédiaire à la moitié de l'étape. Mais Pogacar... Il se débarrasse du maillot à pois, c'est sûr. Ouais. C'est Tim Wellens qui le récupère. Et le maillot vert, on va voir, mais... Je l'ai pas encore. Moi, je l'ai pas encore, le maillot vert, parce que les maillots verts, ils sont pas encore arrivés. Ouais, Au moment où on enregistre. On va voir ça. Mais en tout cas, oui, Visma, ils sont encore dans la guerre avec UAE. On en parle de... allez, tu me permets un peu cette trivialité, mais c'est la guerre de celui qui a la plus grosse, quoi. Tu vois, entre Visma et UAE, depuis le départ du Tour, même depuis le Dauphiné, c'est ça, quoi. Oui, c'est tout à fait juste. Alors, par rapport au maillot vert, tu voulais savoir, a priori, de ce que je comprends, c'est que c'est Jonathan Milan qui récupère le maillot vert, et donc c'est Pogacar qui laisse également le maillot vert. Donc, il laisse tous les maillots. En fait, il avait tous les maillots hier, enfin tous les 3 maillots, voilà. à pois, vert et jaune, et il laisse les 3, Van Der Poel pour jaune, Jonathan Milan pour le vert, et Tim Wellens pour le maillot à pois. Juste pour revenir sur ce classement général, effectivement, tu disais Kevin Vauquelin qui fait partie avec les meilleurs, donc qui est classé avec Vingegaard notamment, avec Evenepoel, avec par exemple aussi Oscar Onley et Florian Lipovitz également. Par rapport à ça, on sait que Vauquelin, à la base, n'était pas destiné pour le général. Est-ce que Kevin Vauquelin doit axer son Tour de France sur le général ou garder sa philosophie de jouer l'étape? Bonne question. Je pense qu'on va avoir un élément de réponse dans l'étape du Massif Central parce que c'est lundi, je crois. C'est lundi, il me semble, pour clôturer la première semaine de course. J'ai vraiment une grosse interrogation parce que la montagne réelle va arriver, la haute montagne en tout cas, Pyrénées-Alpes va arriver en fin de deuxième semaine avec notamment aussi un contre-la-montre en côte pour la montée de Pays-Ressourdes jusqu'à l'altiport de Peyragudes. Je pense qu'il va falloir faire un... Ouais, en fait, tu mets une colle là. Il va falloir faire un point au fur et à mesure, mais je pense qu'à la fin de la première semaine, si ça bagarre dans le Massif Central et que Kevin Vauquelin est là, il va falloir qu'il joue le coup jusqu'au bout. Et puis voilà, et puis all-in, on verra bien. Mais il est placé au général, il a vraiment de bonnes jambes. Il arrive vraiment en forme sur ce Tour de France. Et ok, il a tenté de sortir aujourd'hui, mais après il a passé l'étape dans le peloton. Et je rappelle qu'il est dans le groupe Pogacar sur la ligne d'arrivée, il prend pas de cassure. Donc va vraiment falloir réévaluer au fur et à mesure. Kevin Vauquelin, il a 59 secondes de retard sur Pogacar, donc 1 minute du maillot jaune Mathieu Van Der Poel. Il est à 17 secondes de Remco Evenepoel, il a 14 secondes devant Vingegaard, il a 23 secondes devant Jorgensen, 59 secondes devant Almeida.
Ouais, il va falloir réévaluer ça, mais bon, tu me poses une colle, hein, j'essaie de broder un peu, FP, mais Non, 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 je sais- mais toi, bah, t'en moi, penses quoi? si tu, Tu veux qu'il joue le général en tout cas? Moi, je suis toujours embêté avec Kevin Vauquelin parce que je garde toujours ce que je dis. Kevin Vauquelin, je pense que c'est un coureur très talentueux et un des défauts qu'il a peut-être, c'est de ne pas être très bon en haute montagne. Dans le profil, on pourrait le comparer à un Remco Evenepoel, toute Ouais, proportion gardée, oui, oui, évidemment, oui. moins talentueux en chrono, moins talentueux sur beaucoup de points, mais malgré tout un très bon coureur. Donc moi, je pense que Kevin Vauquelin, il n'est pas destiné à remporter des grands tours. Faire une place au général sur un grand tour, pourquoi pas, mais il va falloir que le profil lui corresponde. On a vu sur le Tour de Suisse qu'il a perdu quand même beaucoup de temps sur un Joao Almeida, sur un chrono en montée. Tu le disais bien, il y a un chrono en montée qui arrive également sur le Tour de France. Donc voilà, moi je pense que pour un Kevin Vauquelin, mieux vaut gagner une ou deux étapes que jouer un top 10 au général. C'est Ouais, mon mais le avis. problème, c'est que Moi, tant je trouve qu'il que est placé au général, bah oui, c'est ça. on va pas le Je laisser suis d'accord, sortir. c'est toujours pareil. C'est ça le problème, c'est que quand tu es bien placé au général, tu as peut-être envie aussi d'y goûter un peu plus et de dire jusqu'où je peux aller, mais en même temps, tu n'as pas la carte pour pouvoir sortir. Donc c'est ça qui est très embêtant. Voilà, maintenant, je pense que tant qu'il peut jouer général, joue-le à fond, je suis assez d'accord avec toi. En plus, pour le coup, les étapes qui lui correspondent, il y en a une qui arrive demain, on en parlera tout à l'heure, avec le Mur de Bretagne, et ça, c'est des étapes qui vont se jouer entre favoris a priori. Donc je veux dire, c'est ça aussi, c'est que s'il est placé, il sera quand même devant. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher une échappée. Donc, pour le coup, pour l'instant, je suis d'accord avec toi. All-in sur le général, on va voir ce qui se passe. Maintenant, si un jour il voit qu'il perd quelques minutes sur une étape de montagne, par exemple celle de lundi au Massif Central, s'il perd du temps, autant se laisser décrocher un peu plus, perdre 15-20 minutes et puis jouer les étapes ensuite. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser, alors je rappelle quand même, petit 1, que tu as toujours dit que Kevin Vauquelin, il avait vraiment le profil pour performer sur les courses par étapes d'une semaine et non de 3 semaines, et avec son profil de puncher, Mais moi, d'assez bon je me permets de te grimpeur et couper, de très bon rouleur. je me permets de te couper, c'est la prophétie d'Étienne Gourceau d'Ico du Sport qu'on reçoit évidemment souvent dans Vélo Podcast ici. Mais c'est la prophétie d'Étienne depuis longtemps et j'y adhère, c'est que c'est le prochain vainqueur pour moi d'une épreuve World Tour d'une semaine, Kevin Vauquelin, côté Oui, français. autour du Guangxi, oui, oui. Ah non, il y a Paul Sexas qui le fait cette année, le Tour du Guangxi. Ah oui. Donc, Bah, on va voir. donc je sais pas si ce sera pas lui. Non, Ouais, bah, c'est vrai. on va voir. Non, mais c'est vrai que Kevin Vauquelin a vraiment ce profil-là. Par contre, aussi, il a vraiment le profil du gars qui va prendre l'échappée dans la 3e semaine. C'est-à-dire que sur les 2 premières semaines, il va jouer le général à fond, avec ses qualités, avec sa forme, sa belle forme. Et à un moment donné, peut-être qu'il prendra un éclat en montagne, je sais pas, Massif Central ou peut-être plus Pyrénées. Mais après, arriver dans les Alpes, sur les grosses étapes dans les Alpes, il a le profil du gars qui est vraiment en capacité, sur des étapes où il y aura de la fatigue, où ça sera de la montagne, où on va avoir des purs grimpeurs, un peu comme on a vu aujourd'hui. Il a le profil pour prendre les échappées et se jouer cette victoire d'étape avec un top 15 ou un top 20 au général. Alors, j'adhère totalement à ce que tu dis. Et pour prolonger le débat, il y a une chose qui m'inquiète quand même là-dessus, c'est que dans notre théorie de dire à un moment tu le décroches un peu, tu te laisses totalement décrocher pour pouvoir avoir ta carte pour partir, il y a quand même un problème, c'est que malheureusement, je trouve que cette année, alors on a les monstres, on avait dit, Vingegaard, Evenepoel et puis Pogacar, mais derrière, les outsiders sont ils sont à la rue, ils sont à la ramasse, beaucoup. Je ne parle pas des équipiers, c'était Jorgensen Almeida. Je parle des autres leaders. Et Carlos Roglic, Rodriguez, Lipovic. Félix Gall, Roglic, par exemple. Alors Lipovic, je le mets peut-être à part parce que je sens qu'il monte en puissance, mais les autres, ils sont tellement à la rue. Moi, je trouve que je suis tellement déçu de ces coureurs. Henrik Mas, Carlos Rodriguez, j'en passe. Guillaume Martin, en finale, qui est quand même assez loin. Skelmose. Enfin, là, je fais une liste de coureurs normalement qui doivent être loin, mais ils doivent être quand même top 10, top 15. La plupart sont soit à ce niveau-là, mais ils sont parfois aussi à 5 minutes, 6 minutes déjà. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop. Donc, le problème de Vauquelin, c'est que même s'il se fait décrocher un petit peu, qu'il essaie de tenir, je pense qu'il sera quand même devant ces mecs-là. Donc, il y a quand même un souci aussi, c'est que tellement derrière, il y a un marasme que Vauquelin a un coup à jouer dans le top 10. Et c'est peut-être le problème, c'est que même si tu te laisses décrocher un peu au début, tu seras quand même toujours dans le top 10 parce que derrière, c'est quand même pas terrible. Donc, j'ai peur que notre théorie, elle est juste, mais soit il le fait volontairement, il se laisse décrocher, il perd 30 minutes parce qu'il le veut, on va dire. Mais est-ce que tu fais ça sur le Tour de France ? Je suis pas sûr. Soit, parce que moi, je vois pas un Henrik Mas aujourd'hui ou un Carlos Rodriguez meilleur que Vauquelin en haute montagne, vu le niveau qu'ils affichent. C'est ça le problème. Après, on n'a pas encore vu de réelle haute montagne, comme on avait vu avec une étape comme à Valoir lors de la 4e l'année dernière, où il y avait le Galibier. Mais vu ce qu'ils font là, c'est. Ouais, mais tu sais très bien que Henrik Mas, par exemple, tu sais que sur les étapes de haute montagne, il va être là. Kevin Vauquelin, on ne sait pas.
s'il va être là. Après, tu regardais, tu parles des outsiders. Je regarde encore le classement de la ligne, sur la ligne d'arrivée aujourd'hui à Vire-Normandie, où tu as des cassures, même sur le sprint, avec un sprint en boss, tu as des cassures. Buitrago, Mas, Roglic, alors, Higuita, Tobias Johannessen et Almeida, ils prennent une cassure de 5 secondes. Jack Haig, par exemple, il prend une cassure de 13 secondes. Carlos Rodriguez, il prend une cassure de 16 secondes. Bourman en prend une aussi de 16 secondes. Bon, voilà, Skelmose, il en prend une aussi. Il termine à 6,07, donc ça fait 40 secondes derrière le groupe Pogacar. Oui, voilà. Même sur une arrivée juste en côte, comme ça, avec un mur à Vire, ils prennent une cassure. Ouais, c'est compliqué. Bon, en tout cas, on va voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, la transition est parfaite pour demain quand même, à moins que tu veuilles parler du Giro féminin rapidement ou on en parle après l'étape de demain. On en parle après l'étape de demain. Allez, parfait. Alors, on passe à l'étape de demain avec le Mur de Bretagne. Évidemment, c'était attendu dans le parcours de ce Tour de France. Le Mur de Bretagne. Alors déjà, Guillaume, évidemment, étape attendue. On rappelle Van Der Poel qui avait récupéré son maillot jaune il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Ça fait un moment. Hein. J'ai plus la date exacte. 2021, je dirais, de 4 ans même. Non, Mur de Bretagne, qu'est-ce que tu vois comme scénario? Est-ce que tu vois une échappée aller au bout ou bien ça va se jouer avec les favoris? IBBB, 196 km, pas de réelle grosse difficulté. Moi, je pense que ça va jouer avec les favoris, que ça va être un sprint au sommet du Mur de Bretagne, comme on a eu à peu près à chaque passage. Et puis, on va voir, parce que après, Van Der Poel a laissé beaucoup de force, et dans l'étape d'aujourd'hui, et dans le contre-la-montre, en jouant les deux à fond. Peut-être que son Tour de France, entre guillemets, se termine à Mur de Bretagne, à Van Der Poel. Parce que derrière, non mais dans le sens où il a tout joué à fond pendant pratiquement une semaine, que Mur de Bretagne, c'est une des dernières étapes qui peuvent vraiment lui convenir. Derrière, alors attends, il faut que je me remette, je crois qu'il y a 2 étapes de sprint à Laval et à Châteauroux. À Châteauroux, tout Donc à il fait. va se mettre au Samedi, service dimanche. de Caden Groves, et lundi, ça va être le Massif Central. Sur ces étapes-là, Mathieu Van Der Poel, il n'a pas la jambe. On l'a vu encore aujourd'hui sur une étape où il n'y a pas d'altitude, c'est pas de la moyenne montagne, mais il y a beaucoup de dénivelé. Il était cramé, et Van Der Poel, ça sera plus pour lui. Je pense que c'est un peu la fin ou en tout cas de sa première partie de Tour de France aujourd'hui, parce qu'il se met aussi en tête de jouer le maillot vert maintenant. On l'a vu au sprint intermédiaire. Je pense que ça va être pour les favoris, en tout cas pour un Pogacar Van Der Poel. On va voir Vauquelin qui sera un peu derrière, mais la victoire de Mathieu Van Der Poel avec le maillot jaune sur les épaules, on va surveiller ça. Il va peut-être avoir sa photo tant qu'il désire tant. Voilà. Alors moi on va Je sais prendre pas un ce que t'en risque. penses. Je vais prendre un risque plutôt et je vais assumer mon propos, mais je pense que Mathieu Van Der Poel gagnera pas demain. J'ai vu l'état dans lequel il était à l'arrivée. Moi, je trouve qu'il était vraiment cramé. Il a laissé une très mauvaise impression quand même sur la fin de l'étape. Je trouve que là, il est arrivé peut-être au bout aussi de ce qu'il pouvait. Il y a eu une grosse échappée aujourd'hui, il faut le reconnaître. Je pense qu'il a laissé beaucoup de force. Et demain, quand tu vois Pogacar dans quel état il est aujourd'hui, je vois difficilement Van Der Poel aller le chercher sur ce style d'arrivée. Et moi, même un Kevin Vauquelin, je trouve que s'il a vraiment la forme demain comme il l'a depuis quelques jours, il a vraiment un coup à jouer. Je dis pas face à Pogacar forcément, mais en tout cas derrière, moi je trouve que en outsider, un Vauquelin peut faire quelque chose. Il y a aussi à Remco, c'est un peu moins pour lui. Vingegaard, on sait jamais, c'est toujours des épreuves ou des étapes, on ne sait pas trop quel est le niveau, mais vraiment moi ce trio, en tout cas Pogacar, Vingegaard, Vauquelin, peut-être un Lipovic, ça peut lui convenir aussi, Buitrago également. Voilà, c'est à surveiller parce que au niveau des favoris, Vauquelin a sa carte à jouer demain clairement. Savoir si Pogacar veut récupérer le maillot ou pas. En tout cas, peut-être que l'étape il voudra aller la chercher, mais Van Der Poel, moi je vois qu'il est mort quoi. Enfin, il est cramé. C'est pour ça que je te dis je me que trompe, pour moi, mais son Tour de France, en tout cas sa première partie de Tour de France, parce que voilà, avec peut-être le nouvel objectif maillot vert, on verra ce qu'il va faire, mais sa première partie de Tour de France va se terminer demain, dans le sens où il a tout joué à fond pour le général. Là, il s'est arraché pour reprendre le maillot jaune pour 1 seconde. Allez, demain, 3e jour réellement à fond. Alors peut-être 4e, parce qu'il y a eu encore à la veille du contre-la-montre, ça s'est bagarré. Mais là, voilà, aujourd'hui cramé. Demain, il essaie de jouer la victoire. Et puis après, hop, en équipier et maillot vert est terminé.
Et rapidement, grosse côte peut-être, j'en profite parce qu'on a eu une remarque sur Vélo Podcast sur YouTube, on regarde ce que vous dites. Je mets une petite pièce, alors une petite pièce, c'est un peu le pari de la rédaction, on va dire, de Vélo Podcast, si on peut dire comme ça. Thibaut Nice, on l'attend. Hein. En tout cas, voilà, on l'attend et il m'a, voilà, pour l'instant, on l'a pas vu, tout simplement, et puis il est toujours à l'arrière. Mais voilà, Thibaut Nice, on va attendre ce qu'il fait. Alors, j'espère que je le prononce bien, on m'a dit, c'est pas nice comme en anglais, nice, on va essayer de prononcer à la néerlandaise. Nice. Mais en tout cas, voilà, à la flamande. Mais Thibaut Nice, donc voilà, la Lidl Trek. J'essaie de regarder son classement du jour, Thibaut Nice. Il a fini loin. Il a fini 97e. Ah ben voilà, tu l'as trouvé. Thibaut Nice, voilà, avec Lenny Martinez notamment et Valentin Paré-Peintre, pas très loin. Il a fini avec Alex Arandbourou, par exemple, 11-12 minutes, et Ivan Roméo, de la Movistar. Guillaume, un petit point Giro féminin. Oui, Giro féminin. Il y avait une étape de plat, mais c'était du tout plat vraiment aujourd'hui. Et ça s'est terminé avec une échappée de 16. Et que les favorites, pourquoi ? Parce qu'il y a une bordure à 50 bornes de l'arrivée par les UAE de Elisa Longo Borghini, une bordure, et derrière, ça s'est joué à Montselice pour la victoire, et même avec une échappée, même avec du plat, mais avec des favorites, c'est Lorena Wiebes qui s'impose au sprint, avec les SD Works qui ont fait un énorme travail dans le final pour la placer. Marianne Vos, deuxième derrière, qui a tenté de la déborder sur le sprint final, mais Wiebes, elle a une telle puissance que c'est impossible de la remonter. C'est sa deuxième victoire d'étape sur ce Giro après celle il y a 2 jours. Marianne Vos deuxième, Liane Lippert troisième, Lotto Kopecky 4, Marlene Reusser 5, Elisa Longo Borghini 6, Van der Breggen 7. Je donne le nom des principales favorites qui étaient devant. Marlene Reusser, maillot rose, qui garde le maillot rose et qui a pris un carton jaune pour une intimidation au cours de l'étape. Donc voilà, la Suissesse qui a fait des scènes un petit peu, et au général, on a toujours Reusser avec 16 secondes d'avance sur Longo Borghini, et on a Sarah Gigante qui avait remporté l'étape au sommet hier, qui tombe du podium parce qu'elle a été prise dans la cassure, dans la bordure, la coureuse de l'Agile Insurance Soudal Team. C'est Anna van der Breggen qui est maintenant 3e du général, le point sur les Françaises, avec Juliette Labousse qui est 18e, juste devant Dilixine Mirmont, 19e. Voilà les 2 meilleures Françaises du général. On est à 5,38 et à 6,11 au général. Très rapidement, je vais parler, alors tu m'en excuses FP, une course junior. C'est l'Imbuget Val-Romé Tour. À chaque fois, c'est début juillet. Ça révèle les plus grandes pépites junior. On a vu notamment du Lenny Martinez, du Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, il avait déjà sauté. Mais on a vu Kian Huijsdebrock qui avait aussi brillé sur cette course-là. Et c'est un Danois qui l'a emporté de la Grenke Autoheder. C'est une équipe junior, un peu rattachée à la Red Bull Bora, ancienne Bora. Noah Lindholm Moller Andersen. Voilà, vous retenez ce nom, vous l'entendrez dans les prochaines années. Et 2 coureurs de l'équipe Decathlon U19. Soen Lepan 3e et Evander Wichart, si je prononce bien, 5e. Voilà, on suivra vite fait, mais il faut toujours suivre cette course parce qu'on voit les meilleures pépites des prochaines années. Évidemment, merci Guillaume. Avant de conclure ce podcast, tiens, un petit message, parce que le Tour de France c'est aussi ça, et on sait que la révélation c'est Kevin Vauquelin cette semaine. On le voit beaucoup dans tous les médias et il se révèle au grand public, évidemment, malgré qu'il avait déjà remporté une étape l'année dernière, mais vu son début de Tour de France, c'est normal. Je tiens à vous partager une petite déclaration à la fin de l'étape du jour. On lui demande s'il a pris du plaisir aujourd'hui en Normandie. Il dit: du plaisir, c'est un truc de malade. J'ai vu une montgolfière avec ma gueule dessus. Vous vous rendez compte, j'ai essayé d'en profiter au maximum. C'est le pied. Voilà, c'est pour ça que on aime aussi le vélo. Et puis voilà, c'est pour ces déclarations-là et les belles histoires que ça nous raconte. Voilà, Guillaume, tu vois, comme quoi un Kevin Vauquelin, il est aussi fort on va dire, en après-course que sur un vélo pendant la course. Merci Guillaume, on se revoit donc demain. Ouais, c'est bizarre, tu vas pas parler d'Armirage Chevis là. Bon, allez, à demain. FP, à très bientôt. À très bientôt et merci à toutes et à tous de nous suivre toujours plus nombreuses et plus nombreux sur Vélo Podcast. Allez, ciao à tous. Ciao.